Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres ou aux abonnés à la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment protéger son patrimoine de l'inflation, puisque ça devient un thème et une problématique qui est de plus en plus prégnante ces temps-ci. J'avais fait un petit article sur le blog début 2021 sur comment protéger son patrimoine de l'inflation et puis le côté protecteur ou non de tel ou tel actif face à l'inflation. Je ne l'avais pas fait en vidéo, c'est pour ça que je fais ça là et puis que je vais le détailler un petit peu plus, mais ça vous encourage quand même à consulter le blog puisque finalement début 2021, je parlais de l'inflation un peu avant tout le monde. Donc comme il est toujours mieux de se mettre aux abris avant que les choses arrivent, ça montre qu'il y a quand même parfois des côtés un peu précurseurs dans les thèmes éditoriaux que je traite sur la chaîne. Alors on va faire actif par actif pour voir quelles sont leurs caractéristiques face à un contexte inflationniste. Et puis après on va voir en les mixant comment un patrimoine finalement pourrait être constitué pour résister relativement bien à l'inflation. Alors on va commencer par celui auquel on pense de prime abord tout le temps quand on parle d'inflation. Ça va être l'or, l'argent et les métaux précieux, et notamment l'or dans ce thème métaux précieux qui est finalement l'actif premier quand on parle de protection non seulement de l'inflation mais également des crises et des événements improbables. Alors pourquoi l'or il vient en premier quand on parle d'inflation? Parce que il a, hors les petites fluctuations intramensuelles, etc., dans le temps, la particularité d'avoir quand même assez souvent conservé son pouvoir d'achat et gardé un pouvoir d'achat identique. Un Napoléon or, donc c'est les louis d'or que vous aviez sous les matelas des grands-mères, souvent vous voyez à peu près ce que c'est, donc une pièce de 20 francs, on dit que ça a habillé un homme de la tête aux pieds en moyen de gamme en 1910. Aujourd'hui, un Napoléon or 20 francs, ça vaut aux alentours de 330 €. Voilà, c'est à peu près ça. On habille un homme de la tête aux pieds en moyen de gamme, chaussures, pantalons, chemise, veste, à peu près pour ce prix-là. De même, une pièce d'une once d'or, donc autour de 1600-1700 € aujourd'hui, on dit que de tout temps, ça a payé une vache. Ben oui, je suis creusois, limousin, donc spécialiste émérite des vaches, forcément. Alors que bien sûr, si vous aviez conservé un billet de 100 francs en 1950, ou même un billet de 20 € en 2020 quand l'euro est apparu, ben aujourd'hui, il n'aurait pas le même pouvoir d'achat qu'à l'époque, loin de là. Donc certains considèrent même que l'or pourrait avoir ce qu'on appelle un caractère antifragile, c'est-à-dire qu'en cas de désordre, de chaos qui s'intensifie, comme on le voit un petit peu en ce moment, eh bien, il va plus loin que conserver son pouvoir d'achat en théorie, même sa valeur augmente. C'est ça qu'on appelle le caractère antifragile. Quelque chose finalement qui tire bénéfice, qui bénéficie du désordre et du chaos. Alors pour un patrimoine important, c'est pour ça qu'on parle qu'il peut être intéressant d'avoir à peu près 5% d'or, voire 10% d'or physique dans son patrimoine. Alors la difficulté pour le novice, finalement pour l'or, ça va être de savoir où le conserver pour se prémunir du vol ou se prémunir d'une faillite du système. Alors je vais vous mettre une petite formation gratuite dans la description de la vidéo qui vous aide à avoir des premières réponses là-dessus. Donc ensuite, on va passer à tous les actifs, bourse, immobilier, etc. Donc second actif candidat, le Bitcoin et les crypto-monnaies. Le Bitcoin, il a été créé avec une quantité finie dès le départ, 21 millions d'unités au maximum, avec le but d'apporter une alternative aux monnaies fiat. Monnaie que les États peuvent émettre finalement comme ils le désirent, et qui, in fine, crée de l'inflation comme on l'a vu. Donc finalement, par sa structure et sa philosophie même, le nombre fini d'unités, acheter des bitcoins pour se prémunir de l'inflation pourrait faire sens. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains ont franchi le pas de le qualifier d'or numérique. Cependant, le bitcoin est encore très volatile à ce jour et il n'a pas prouvé qu'il conserverait son pouvoir d'achat, sa valeur de monnaie, en cas de crise ou de retour d'une inflation forte. En effet, en achetant un bitcoin aujourd'hui, vous pouvez voir sa variation d'ici le mois prochain flancher de 33% en un mois. Et finalement, 33% en un mois, c'est un chiffre bien supérieur au chiffre de l'inflation contre lequel vous chercheriez à vous protéger. Qui plus est, cette inflation, elle est plutôt à un horizon d'un an, de 2 ans, de 5 ans que d'un mois. En plus, la juste valeur intrinsèque du Bitcoin est particulièrement difficile à estimer. J'avais d'ailleurs fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Quelle est la vraie valeur du Bitcoin? Troisième actif candidat, l'immobilier pour se protéger de l'inflation. Alors là, l'immobilier, il va pouvoir protéger de l'inflation
Oui et non. Côté positif, c'est un actif tangible. Même en cas d'hyperinflation, vos 4 murs, ils seront toujours là. Côté négatif, c'est un actif qui est beaucoup acheté à crédit. Donc en cas de forte inflation, c'est ce qu'on commence à voir, on a qui est associé à ça une remontée des taux. Cette remontée des taux, elle pénalise en bout de chaîne le pouvoir d'achat des primo-accédants et donc elle peut potentiellement faire baisser le prix de l'immobilier puisqu'on n'a plus ce soutien au début de la chaîne des primo-accédants. Par contre, le crédit à taux fixe long que lui on peut lui associer à cet immobilier en France, il est particulièrement intéressant puisqu'une forte inflation permettrait de finir par le rembourser en monnaie de singe, au moins sur les dernières années. Alors même si les taux ont remonté, qui sont plus à 1%, mais à 2%, voilà, finalement, si on a une inflation qui est à 6 et qui est restée là, vous empruntez encore à des taux réels négatifs de 4% en pratique. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ces 6% vont rester sur 20 ans, mais en tout cas, dans ce scénario inflationniste qui dure, le crédit à taux fixe reste une protection intéressante contre l'inflation. Donc l'immobilier, en fait, c'est plus une protection contre l'inflation par son crédit à taux fixe associé que totalement en lui-même, finalement. Son aspect actif tangible étant tempéré par le fait qu'une remontée des taux peut faire baisser les prix. Donc le mieux pour se protéger de l'inflation grâce à l'immobilier, c'est d'avoir encore une part de crédit importante et sur une durée relativement longue, proche de 20 ans. Alors ensuite, la bourse et les actions. Alors, la bourse, elle peut permettre de se protéger de l'inflation si on se dit que les actions sont des parts d'entreprise et donc en l'occurrence des actifs tangibles. Par contre, une remontée des taux sans risque, théoriquement, fait baisser le prix des actions. Parce que le prix des actions, finalement, c'est l'actualisation des cash flows futurs qu'une entreprise peut dégager comme bénéfice. Et si finalement les taux sans risque remontent, cette actualisation des cash flows futurs, elle est plus sévère puisqu'on va prendre des taux d'actualisation plus élevés et donc ça va faire mécaniquement baisser le cours des actions. Donc en fait, ça peut faire baisser leurs indicateurs de valorisation comme les PER, les Price Earning Ratio, etc. Donc en fait, l'idéal pour se protéger de l'inflation avec la bourse, ça va être de choisir des actions d'entreprise avec un avantage compétitif fort qui pourront répercuter les hausses de prix sans perdre des clients. On peut penser en PEA à des entreprises comme LVMH, Sanofi, Essilor, etc. On peut penser à Berkshire Hathaway si on prend en compte titre ordinaire. On a aussi comme piste les entreprises de royalty. Vous pouvez d'ailleurs regarder spécifiquement sur la bourse. J'avais fait une vidéo en essayant de regarder quelles actions pouvaient protéger de l'inflation que j'avais appelé le portefeuille anti-inflation. Donc elle est dans la liste sur la chaîne. Une dose de gestion indicielle avec un ETF Forward peut aussi s'envisager dans le portefeuille pour son darwinisme, puisque par définition, dans un indice, les valeurs qui performent voient leur valeur augmenter, tandis que celles qui périclitent finissent par sortir de l'indice. Donc finalement, il y a du darwinisme dans l'indice et il s'adapte un peu au contexte, potentiellement au contexte inflationniste s'il venait à durer. En ce moment, on a d'ailleurs les actions matières premières qui prennent un peu plus de place dans les indices qu'elles avaient ces dernières années. Donc voilà, grosso modo, pour les actions. Alors ensuite, je l'ai laissé en dernier parce que, évidemment, c'est ça qui pose problème en premier lieu en période d'inflation, c'est le cash et assimilé, c'est-à-dire les obligations. Alors on dit que le cash et les obligations sont les choses à assimiler en période de forte inflation car elles perdent mécaniquement de la valeur. Alors c'est globalement vrai, mais il va falloir tempérer par deux choses. Les obligations qui vont vraiment être affectées, ça va être les obligations à maturité longue, comme celles qu'on a dans les fonds obligataires, comme on peut avoir dans les fonds euros d'assurance vie, etc. Finalement, les placements que j'appelle moi monétaires ou obligatoires courts, dont le taux peut s'adapter au fur et à mesure, ils vont moins être affectés par l'inflation, puisque même s'il y a un peu de retard, au fur et à mesure que l'inflation va remonter, les taux vont finir par suivre. Le livret A, typiquement, s'adapte à l'inflation, même si on a un effet retard dessus. Ce qu'on peut aussi envisager comme placements qui sont pas mal sur cette partie cash obligation dans un contexte inflationniste, c'est, vous savez, le crowdfunding dans les énergies renouvelables. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus que je vous mettrai dans la description, où on arrive à avoir des échéances assez courtes, 3-4 ans, avec des taux raisonnables qui sont à 4-5%, donc qui ne sont pas si loin que ça de l'inflation. Et finalement, ces obligations-là, vous n'êtes pas collé avec sur 10 ans, sur 15 ans, etc. Et donc, en fait, quand les 3 ans sont finis, vous pouvez les remplacer, ce qu'on appelle les rouler, les remplacer par d'autres, qui, si l'inflation a continué, potentiellement auront des taux qui auront augmenté. Et la deuxième seule chose sur laquelle il faut tempérer le fait de dire pas de cash en période d'inflation, c'est que finalement, l'inflation, ça peut créer des périodes de stagflation, qui sont plutôt des périodes un peu de crise. Et parfois, les crises, comme vous le savez, ça affecte le prix des actifs
Et ça crée des opportunités d'acheter certains actifs intéressants à la casse. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes qui souffrent, ce n'est pas toujours le cas, etc. Mais potentiellement, ça peut exister. C'est en principe là qu'on fait les meilleures affaires quand ces opportunités arrivent. Et dans cette perspective éventuelle, il n'est pas inintéressant de garder un peu de cash sous le coude pour jouer finalement le coup de billard à deux bandes un peu plus tard. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on prend comme patrimoine si on veut se protéger de l'inflation? Alors, déjà, on ne part pas d'une situation à zéro, donc ça ne va pas être évident d'avoir un patrimoine parfait pour qu'il soit immunisé contre l'inflation. Mais mine de rien, même si on partait de zéro, ce ne serait pas si facile que ça. Avoir un patrimoine, par exemple, 100% en or physique, ça ne ferait pas sens, car ce sont de simples actifs de conservation et ils ne rapportent rien. Néanmoins, quand il s'agit de protéger son patrimoine contre l'inflation, si les autres actifs comme l'immobilier ou les actions peuvent faire une partie du job, on notera qu'ils ont malgré tout tous leurs inconvénients. Donc globalement, on pourrait résumer les choses un peu comme cela. Une protection parfaite de son patrimoine contre l'inflation n'existe pas, et donc il faut avoir un peu de tout. Bon, pour prendre un exemple, on peut penser qu'un patrimoine qui est constitué de la sorte suivante résisterait pas trop mal à l'inflation. On a par exemple 50% d'immobilier, qui inclut la résidence principale et le locatif. On a 20 à 25% d'actions telles que j'ai parlé, plutôt celles qui résistent bien, entreprises solides, à avantages compétitifs, royalties, etc., un peu de gestion indicielle. On a 20 à 25% de cash, qui est plutôt placé sur des choses à taux évolutif comme le livret A ou des obligations 3-4 ans à 4-5% comme on peut trouver en investissement énergie renouvelable. Et puis on a à peu près 5% d'or physique. Et avec ça, on a un immobilier qui n'est pas entièrement payé, on a à peu près donc moins 30% dans mon allocation d'actifs que je mets en crédit long à taux fixe. Donc ce patrimoine, on peut penser qu'il résisterait pas trop mal à l'inflation puisqu'on a du tangible, même s'il n'est pas parfait, qui va finir par s'adapter selon les circonstances. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, un peu d'immo, un peu d'action. On voit qu'on a plus de dettes à taux fixe associées à l'immobilier qu'on a de parts de cash qui est rémunéré en obligations, etc. Donc on peut penser que si jamais, dans le scénario qu'on cherche à éviter, l'inflation continue à se poursuivre à un niveau élevé, eh bien, au fur et à mesure, cette part de cash va pouvoir être placée à des taux plus élevés et va finir par grignoter la part de dette qui, elle, est à taux fixe, par exemple à 2% sur 20 ans. Si au début vous placez à 3%, puis après, au bout de 2 ans, à 4, après à 5, à 6, ben, vous finissez finalement par votre cash, par être capable de rembourser du crédit un peu en monnaie de singe au bout d'un moment. Donc voilà pourquoi ça, c'est un exemple pour vous faire comprendre de patrimoine qui résisterait pas trop mal à l'inflation, sachant que non seulement la protection parfaite contre l'inflation n'existe pas, mais qu'en plus, l'inflation ne veut pas tout dire. Il y a plusieurs scénarios d'inflation, stagflation, inflation avec croissance, inflation par les coûts, inflation importée, etc. Donc voilà, c'est pas mal de choses effectivement qu'on retrouve dans mes livres. Bon, pour les débutants qui ne connaissent pas du tout, sur le livre généraliste « Construisez et gérez votre patrimoine avec succès » qui traite un petit peu ces phénomènes. Et puis quand on va plus en détail, sur la bourse, mon livre « Investir en bourse, style gagnant, style perdant » et puis mon livre « L'investissement immobilier locatif intelligent », entre autres. Je vous mets la liste de tous mes livres dans la description de la vidéo avec les autres articles et vidéos auxquels on a fait référence aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.